Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus spécial Côte d'Ivoire, à l'occasion bien sûr de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Nous recevons les principaux candidats à ce scrutin présidentiel et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Monsieur Affi-N'Guessan, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous recevoir ici, au siège de votre campagne, votre campagne électorale. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, une brève présentation. En Côte d'Ivoire, vous êtes très connu, mais Vox Africa est vu au-delà de la Côte d'Ivoire, donc on va le faire en résumé. Vous êtes âgé de 62 ans, vous êtes un homme politique ivoirien, un homme politique de premier plan, puisque la politique, vous l'avez commencé il y a longtemps, aux côtés notamment du président Laurent Gbagbo, dont vous êtes un proche, on peut le dire, et vous êtes ingénieur civil de formation, avec une spécialisation dans les télécoms, précisément, formé à la fois en Côte d'Ivoire et puis aussi en France. Vous avez rejoint le FPI à la fin des années 80, 86, 88, 86. Je pense, 86, exactement, dont vous avez été président de ce FPI, le Front Populaire Ivoirien, depuis 2001, ce qui fait près de 14 ans à la tête de ce parti. Vous êtes un socialiste, pur et dur, fier de l'être. Bon, socialiste, disons socialiste. Ok, on en parlera plus. Social-démocrate, plus précisément. D'accord, alors vous avez justement, c'est votre première candidature à l'élection présidentielle et vous avez donc été investi le 8 août dernier, candidat du FPI. Mais alors ma première question, c'est d'abord, est-ce que vous irez jusqu'au bout, puisqu'il y en a certains parmi les 10 candidats retenus par la CEI, il y en a 2 qui ont déjà désisté, qui disent que les conditions pour aller aux élections ne sont pas bonnes. Quel est votre point de vue ? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord préciser que pour que le CV soit complet, que j'ai été maire de la commune de Bongouanou dès la réinstauration du multipartisme en 1990. Cela a donné une dimension nationale au Front Populaire Ivoirien. J'ai été ministre en 2000, ministre de l'Industrie et du Tourisme. J'ai été Premier ministre en 2001 quand le président Laurent Gbagbo a accédé à la magistrature suprême. Et j'ai été aussi vice-président de l'Internationale socialiste de 2004 à 2011. On le voit, un long parcours politique qui commençait de la base jusqu'au sommet. Il ne vous reste plus que la présidence. Donc. Voilà, il ne reste plus que la présidence, mais c'est d'abord pour le parti, c'est pour le pays. Ce n'est pas par ambition personnelle. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette compétition électorale et que nous irons jusqu'au bout. Parce que, évidemment, certains camarades, certaines personnalités évoquent les conditions électorales et ils n'ont pas tort. Mais il faut savoir qu'il y a des opportunités, que nous avons un devoir de participer. Entre démissionner dans le contexte actuel et participer, nous avons fait le choix de participer. Donc pour vous, vaut mieux des élections, même imparfaites, que faire la politique de la chaise vide. C'est ça. C'est ça. Nous disons cela. D'autant que malgré le contexte, malgré le fait qu'elles ne sont pas idéales, les conditions, il y a des fenêtres d'opportunité. Il y a une possibilité de battre le candidat sortant. Je dirais même que l'hypothèse qu'il perde les élections est plus forte que celle qu'il soit là encore après le 25 octobre. Mais ça, j'imagine bien, sinon vous ne seriez pas entré dans la bataille. Mais pourquoi vous faites cette élection? Je veux dire, au-delà de votre programme, on ira dans certains détails de ce programme, très fouillé, mais je veux dire, l'ambition, quel est votre driving force, comme disent les Anglais? Qu'est-ce qui vous motive profondément pour, c'est quoi? C'est l'ambition, l'attrait des honneurs? C'est quoi? Non, mais parce que d'abord, nous devons faire en sorte que la voix de tous nos partisans soit connue, soit entendue à l'occasion de ces élections. Si nous ne sommes pas dans la compétition électorale, comment nos partisans peuvent-ils participer, je dirais, à cette phase cruciale de la vie de notre pays? Voilà. Comment peuvent-ils exprimer leur opinion? Nous pensons qu'il y a un message que le peuple de Côte d'Ivoire doit adresser au candidat sortant pour tout ce qu'il a fait, voilà, pour la rébellion armée qu'il a suscitée en 2002, pour tous les morts de 2002 à 2010, pour la crise post-électorale, pour les graves violations des droits de l'homme, pour les fausses communes de Dioukwé, pour les prisonniers politiques qui sont encore en prison au moment où nous allons aux élections, pour Simone Gbagbo, pour tous nos camarades qui sont en prison, pour tous les exilés. Il faut que les Ivoiriens adressent un message. Comment le feraient-ils s'ils ne sont pas dans cette compétition électorale? Comment pourrons-nous prendre en compte notre douleur vis-à-vis de la déportation du président Laurent Gbagbo s'ils ne sont pas dans cette compétition électorale? Nous avons un message à adresser aux candidats sortants.
Et c'est ce que nous organisons. Pour que ce message soit un message cinglant. Je l'ai dit au cours d'un meeting, pour qu'il n'oublie jamais ce message. Parce que, comme je le disais, si le président Alassane Ouattara avait un minimum de considération pour les Ivoiriens, je suis persuadé qu'il ne se serait pas porté candidat. Mais donc qu'est-ce que vous voulez, M. Afin-Guessan? Vous voulez que ce soit un vote sanction, qu'on vote plutôt contre Alassane Ouattara plutôt que pour Rafi? Voter pour Rafi, c'est voter contre Ouattara. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'une opportunité pour les Ivoiriens de se prononcer sur Alassane Ouattara et sa politique. Alors vous êtes le porte-voix, vous dites, de cette voix du peuple, en tout cas le peuple du FPI, mais d'abord vous voulez être président, mais il faut d'abord rassembler son camp. Je veux dire, déjà au FPI, vous avez effectivement été investi, comme je l'ai dit, le 8 août dernier, mais il y a toujours des irréductibles qui ne sont pas de votre point de vue. Mais donc vous n'avez pas réussi à rassembler ce camp Gbagbo, ce camp du FPI. Bien sûr qu'il en aura toujours. Même s'il n'y avait pas eu la crise et qu'on était allé à un congrès pour désigner un candidat, je suis sûr que je n'aurais pas fait 100%. Ça veut dire qu'il y aurait toujours au sein du FPI des gens qui auraient... Oui, mais après en congrès, il y a plusieurs candidats, on en désigne un, et tout le monde se mobilise. Mais là, malgré ça, il y en a encore qui contestent, ceux qui disent « nous, on boycotte les élections ». Oui, mais ça veut dire que nous avons une double mission. D'abord, rassembler notre camp. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de cette élection. L'élection, d'ailleurs, nous donne une opportunité de démontrer la pertinence de la stratégie que nous avons adoptée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de camarades se rendent bien compte qu'effectivement, j'ai eu raison. Mais peut-être raison trop tôt. De raison de privilégier la voie électorale. Raison de donner rendez-vous à Alassane Ouattara le 25 octobre. Parce que c'est la forme la plus subtile, la plus apaisée de résoudre un problème. Plutôt que de recourir à des manifestations de rue, à des affrontements. Terrain sur lequel il a des avantages que nous n'avons pas. Alors que nous avons l'avantage sur le terrain électoral. Parce que nous sommes un parti des élections. Nous savons que la grande majorité des Ivoiriens sont avec nous. Que M. Alassane Ouattara n'a jamais compté sur le peuple de Côte d'Ivoire pour accéder au pouvoir. Et qu'il mène une politique de mépris vis-à-vis des Ivoiriens. On le voit à travers la destruction des quartiers précaires. On le voit à travers le rapport qu'il a avec les Ivoiriens. Donc, il ne compte pas sur les Ivoiriens. Il n'a pas de soutien. Il n'a aucune relation particulière avec le peuple de Côte d'Ivoire. Un peu ce que vous dites. Hein. Moi j'ai lu quelques-unes de vos déclarations. Alors, je vous cite, hein, j'espère que c'est vrai, puisque j'ai lu dans les journaux de la place, ici à Abidjan. Vous dites « La candidature de Ouattara est une foutaise. Tant que Ouattara sera là, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. » Faut-il être aussi agressif pour convaincre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire argument contre argument, programme contre programme? Il faut attaquer l'homme, il faut attaquer le personnage? Mais je développe des arguments. Pourquoi c'est une foutaise? M. Ouattara ne peut pas être candidat et venir se présenter devant les parents de toutes les victimes de la rébellion armée, de la crise post-coloniale, et leur demander de voter pour lui. C'est une foutaise. M. Ouattara ne peut pas venir aujourd'hui se présenter devant les Ivoiriens alors qu'il maintient à prison d'honorables personnalités ivoiriennes qui ont exercé de hautes responsabilités dans ce pays. L'ancienne première dame, des ministres. Les maintenir en prison au moment où on va aux élections et puis venir se présenter devant leurs parents pour dire votez pour moi. Maintenir des milliers de personnes, des centaines de milliers de citoyens ivoiriens en exil, en train de mourir sous des tentes, dans des camps de réfugiés, et venir se présenter devant les Ivoiriens pour dire votez pour moi. Il ne peut pas avoir déporté le président Gbagbo, à qui eux-mêmes attribuent 46% des électeurs de 2010. Et venir se présenter devant ces 46% pour dire votez pour moi. C'est ça la foutaise. Et je pense que... Et en quoi il a un obstacle à la paix en Côte d'Ivoire? Mais parce que lui-même, il est le problème en Côte d'Ivoire. Il a toujours été le problème en Côte d'Ivoire. Depuis que M. Ouattara a mis pied en Côte d'Ivoire, le pays n'a plus jamais connu la paix. Il est arrivé en 1990. Dès 1992, il y a eu les événements du 18 février. Il a fait arrêter Gbagbo Laurent et un certain nombre de cadres du pays qu'il a foutu en prison. Heureusement, grâce à la saillie du président Gbagbo, ils ont recouvré la liberté avant la fin de l'année. Dès 1993, à la mort du président Oufoué, il a commencé à disputer le pouvoir au président Bédié, alors que la Constitution était claire que c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait hériter. 1994, il a cassé le PDCI en deux. 1999, coup d'État militaire contre Bédié. Donc acharnement contre le président Bédié. Malheureusement pour lui, c'est le général Gueye qui s'empare du pouvoir pour organiser la transition. Acharnement contre Bédié et contre Gueye. Dès les premiers mois, les 3 premiers mois de 2000, mésentente, les ministres proposés par le RDR quittent le gouvernement de transition. Juillet 2000, tentative d'assassinat du général Gueye.
Septembre 2000, nouvelle tentative d'assassinat du général Gueye. Ces deux tentatives échouent. Beaucoup de partisans de M. Alassane Ouattara qui se retrouvent aujourd'hui à des commandements militaires sont blessés dans l'attaque, ils se réfugient au Burkina Faso. En octobre 2000, on organise des élections, Gbagbo Laurent est élu. Automatiquement, c'est Gbagbo Laurent qui devient la cible de M. Alassane Ouattara, jusqu'à ce qu'il y ait la rébellion armée de 2002. Alors, avec un tel parcours, comment peut-on se présenter devant les Ivoiriens pour dire qu'on est candidat? Donc on a bien compris. Un problème. On a bien compris pour vous, la cible principale, c'est Ouattara, en fait. La cible principale, le problème principal en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et il faut que nous réglions ce problème-là démocratiquement, pas par les armes. Et c'est pourquoi nous mobilisons les Ivoiriens, que nous leur faisons appel pour qu'ils comprennent qu'ils ont un message à adresser à M. Ouattara. Un message qui soit suffisamment clair, suffisamment net, perçu à la fois par les Ivoiriens mais par la communauté internationale, pour mettre définitivement fin à cette aventure. Alors vous, votre message, c'est 15 engagements, 15 chantiers. On ne pourra pas revoir tous les 15, passer les 15 en revue. Il y en a certains qui vous tiennent à cœur et qui sont importants, notamment pour les Ivoiriens. Premier d'entre eux, paix, refondement de l'État, et alors aussi moderniser les institutions. Allons d'abord sur la paix. Pour vous, la paix, elle est fondée sur quoi? Sur d'abord la libération de M. Gbagbo et de tous ceux qui sont en prison, Blé Goudé, Simone Gbagbo. La paix est fondée d'abord sur la réconciliation nationale. Si nous ne nous réconcilions pas, il n'y aura pas la paix. Si nous ne mettons pas fin, si nous n'enterrons pas la politique de rattrapage... Mais cette réconciliation, c'est quoi? C'est le pardon, une amnistie générale? C'est vraiment une justice transitionnelle. C'est les États généraux de la République. Pour que tous les fils de ce pays se rassemblent, se parlent, se pardonnent mutuellement, accordent les compensations nécessaires à toutes les victimes, quel que soit leur bord. Et le processus refondent les institutions. Réconciliation, Ça a été un échec parce que M. Ouattara ne peut pas réconcilier et ne veut pas la réconcilier. Mais les choses ont été faites, on a reconnu, on a même fait des indemnisations pour un certain nombre. Ce n'est pas achevé, bien sûr. Oui, mais pour vous, ce n'est pas satisfaisant ce qui a été. Non, vous savez, la réconciliation nationale, ce n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de prendre en compte l'autre, d'être attentif à la douleur que la personne a vécue, à la souffrance, je dirais la frustration. C'est ça qui est fondamental. Or, jusque-là, ce processus de catharsis national n'a pas été opéré. Et là, ça doit passer par la libération de Laurent Gbagbo? Bien sûr, il faut que tous les acteurs de la crise soient présents. On ne peut pas dire qu'on fait la réconciliation en dehors de certains acteurs majeurs, comme le président Gbagbo. Donc pour nous, c'est une condition d'une réconciliation véritable. Il faut que tous les acteurs soient là et qu'ils se parlent. Comme en 2001, le président Laurent Gbagbo a organisé le forum de la réconciliation nationale, mais à cet effet, à cette fin, il a fait rentrer tous ceux qui étaient en exil. Imaginons vous élu demain, M. Rafin Guessant, président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité de Rome, donc je veux dire, accord avec la CPI, M. Gbagbo a été envoyé à La Haye, son procès est en cours. Quels moyens aurez-vous pour le faire revenir ici? Mais on a les moyens diplomatiques, les moyens politiques. Il y a même le statut de Rome, le statut de la CPI, qui permet la suspension de certaines poursuites, pour des raisons bien évidentes. Et nous allons donc jouer de tout cela, à la fois du cadre juridique de la CPI, des pouvoirs diplomatiques, des compétences et des prérogatives diplomatiques que nous aurons en tant que chef de l'État, pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et que, en Côte d'Ivoire, une justice transitionnelle soit mise en œuvre. Il ne s'agira pas d'encourager l'impunité, mais nous pensons qu'il ne faut pas aussi encourager la désunion en Côte d'Ivoire, la division en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, il ne faut pas qu'un citoyen ivoirien soit en prison à la CPI, de quelque bord qu'il soit. Et c'est pourquoi nous avons toujours marqué nos réserves vis-à-vis de la procédure de la justice internationale, dans le règlement de la crise ivoirienne. C'est en Côte d'Ivoire et avec les Ivoiriens que nous devons nous retrouver pour solder les contentieux qui existent entre nous. Alors, autre volet justement de vos engagements, de vos chantiers, c'est refonder l'État, changer la Constitution. Dites-nous en quoi et pourquoi. Mais s'il y a eu crise, c'est parce que l'acte fondamental, c'est-à-dire la loi fondamentale, est en déphasage avec les aspirations des Ivoiriens, avec les réalités sociologiques et politiques en Côte d'Ivoire. Il faut en prendre compte, en prendre acte, que la Constitution a été une source de la crise. Et qu'il faut donc qu'ensemble, nous essayons de rebâtir ce acte et que ce acte-là soit l'expression de la volonté générale. Mais pas l'expression de la volonté d'une partie de la Côte d'Ivoire, parfois contre l'autre partie.
Ça veut dire quelle réforme de la Constitution? Nous allons réexaminer les conditions d'éligibilité. Voilà. Pour qu'ensemble nous trouvions quelle formule. Parce que quand on décide de vivre ensemble, ça veut dire qu'on décide d'aller à des compromis. Pour que tous les citoyens se sentent à l'aise avec les institutions, avec la manière d'organiser l'État, de faire fonctionner les institutions. Donc il faut que l'on se mette. C'est quoi? Ce n'est pas réveiller les vieux démons de la Côte d'Ivoire, de l'ivoirité, c'est pas ça? Pas du tout. C'est refonder la nation ivoirienne, refonder la cohésion sociale, refonder le contrat social qui doit lier les Ivoiriens. Parce que la Constitution, c'est un contrat. Vivre ensemble, c'est un contrat. Quels sont les termes de ce contrat? Quelles conditions nouvelles, par exemple, pour l'éligibilité? Mais il appartiendra aux États généraux de la République de les décider. Nous avons des idées, nous les avons déjà exprimées. Il appartient aux Ivoiriens de les regarder, de les examiner et de décider comment on devient président, comment doivent fonctionner les institutions. Ensuite, il y a la question de la régionalisation. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ont exprimé, je dirais, beaucoup de frustration vis-à-vis de la manière dont l'État est organisé. Les richesses sont distribuées. La seule façon, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara, que c'est à l'occasion d'une campagne électorale et d'une visite dans une localité qu'on réalise des infrastructures et qu'on utilise comme appât pour avoir des voix. On ne peut pas développer un pays comme ça en instrumentalisant les moyens de l'État et en les utilisant pour récompenser ceux qui votent, ceux qui ont une posture politique et pour sanctionner ceux qui ne vous sont pas favorables. En ce moment, l'État n'est pas impartial, n'est pas neutre. Et c'est pour cela que nous devons approfondir la décentralisation et promouvoir la régionalisation, de manière à ce que les populations elles-mêmes se prennent en charge sur les questions qui sont essentielles, sur lesquelles elles sont plus compétentes. Il faut que ce soit cela. Et que l'État central se consacre à tout ce qui est d'ordre national. Voilà. Et à tout ce qui peut permettre de booster l'ensemble du processus de développement national. Alors, et donc c'est cela. Et la troisième chose, c'est la question de la laïcité. Il faut que nous constitutionnalisons le type de laïcité que nous voulons promouvoir. Parce que c'est une dimension essentielle de l'État. Aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de nous, il y a des raisons que l'État clarifie sa position vis-à-vis des religions. Et nous proposons, je dirais, une laïcité ouverte, généreuse, qui va permettre à tous les citoyens de vivre leur foi en harmonie avec leurs compatriotes. Voilà. Alors, autre volet important, bien sûr, et je parle à un ancien Premier ministre qui connaît la gestion de la chose publique, bâtir une économie efficace, une économie vraiment pour diversifier et qui crée de l'emploi surtout. Hein. Vous insistez beaucoup, tous les candidats insistent, mais vous notamment, sur la création d'emplois, l'emploi pour les jeunes. Alors, j'ai appris que vous vouliez, notamment un des moyens, ce serait créer un fonds souverain ivoirien. Comment on le finance, à quelle hauteur vous le situez et pourquoi faire? Bon, nous le situons autour de 500 milliards pour démarrer. Mais ce fonds doit se donner les moyens de mobiliser auprès d'autres fonds souverains dans le monde des ressources additionnelles. Voilà. Pour financer pour tous les secteurs prioritaires du pays et pour promouvoir les capitaines d'industrie nationaux. C'est-à-dire tous les Ivoiriens qui veulent s'engager dans les affaires, qui ont une expérience, mais qui manquent de financement, l'État sera avec eux en partenariat dans des secteurs prioritaires. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas d'armement national. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont envie de s'engager, qui sont des anciens du métier, qui ont envie de s'engager. Ensemble avec l'État, ils peuvent mettre en place un armement national. Ils peuvent mettre en place une flottille de pêche. Parce qu'aujourd'hui, en matière de pêche, nous avons de gros problèmes. On peut promouvoir la transformation des produits du cru, la transformation du cacao, du café, du coton, de l'anacarde. Ce sont des secteurs où nous avons un avantage compétitif et nous avons besoin de créer de la valeur ajoutée. Donc l'industrialisation peut être boostée. Donc le fonds souverain sera le principal financier pourvoyeur d'investissement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sera un des moyens qui seront disponibles, un moyen de l'État. À côté des moyens classiques, du financement privé, du financement par les banques habituelles. Mais nous mettons en place ce fonds souverain parce que justement, le constat qu'on fait, c'est que le financement de l'économie par les banques est très limité, que le crédit à l'économie est faible.
et que c'est même l'un des plus faibles de la sous-région. Donc il faut que l'État prenne des initiatives. Et le Fonds souverain a pour vocation de pouvoir pallier pour le moment à cette faiblesse du financement privé de l'économie. Alors, autre initiative que vous pourriez prendre, moi je veux savoir, vous qui êtes une personne très attachée à la souveraineté de votre pays, quid du franc CFA? On le réforme ou on ne le réforme pas? Je donne deux exemples, d'autres candidats ou anciens candidats. Mamadou Koulibaly, il est carrément pour une sortie de la Côte d'Ivoire avec un aménagement d'une autre monnaie au niveau de l'UEMOA, mais du CFA parce qu'il dit c'est une perte de souveraineté. Monsieur Niangbo Kakou, lui, dit une monnaie flottante. Ce débat désormais n'est plus tabou. Les Africains en parlent. 13 000 milliards de francs CFA bloqués au Trésor français, donc pas disponibles pour investir dans l'économie de l'UEMOA. Quel est votre point de vue? Ces 13 000 milliards ne sont pas bloqués indéfiniment. Il faut savoir que le compte d'opération a évolué et qu'aujourd'hui nous sommes face à 65% de disponibilité de ces fonds pour les économies africaines contre 35% gelés. Donc c'est à nous de faire évoluer ces choses. Moi je considère que la coopération pour le franc CFA doit évoluer. Président, le franc CFA doit évoluer. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doit évoluer. Nous sommes même pour une monnaie de la CEDEAO, une monnaie unique de la CEDEAO. Ça veut dire donc qu'il faut que mais en s'appuyant sur l'expérience de l'UEMOA, l'expérience de la BCEAO. Nous avons acquis une certaine expérience. Il s'agit pour nous de voir comment nous évoluons. Donc, il y a une dynamique. Et je ne crois pas qu'un partenaire de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique de l'Ouest soit opposé à ce que l'Afrique évolue et que les rapports que nous avons évoluent. La BCEAO, dans 10 ans, 20 ans, ne sera pas la même BCEAO d'aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il est inutile de faire une fixation et de radicaliser des positions. Il suffit de faire des propositions, de faire des réformes et de montrer le bien fondé de ces réformes, l'intérêt que les différentes parties associées dans cette zone ont à faire évoluer les choses. Et je sais qu'en France comme en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs qui sont favorables à ce qu'il y ait plus de liberté, plus de responsabilité et que les anciennes relations s'améliorent, évoluent et changent parce qu'il faut s'adapter à l'évolution des Président, est-ce que vous remettez en question la concession au groupe Bolloré du port d'Abidjan? Pas systématiquement et pas de façon dogmatique. Il n'y a pas de raison. Cette concession repose sur des arguments objectifs. Il s'agit de voir comment, dans ce partenariat, nous garantissons les intérêts de notre pays. Certains ont parlé de distorsion de concurrence, c'est-à-dire vous parlez de plus de liberté dans l'économie. Est-ce que vous allez revoir ces choses-là? Mais bien sûr, l'économie ivoirienne est une économie libéralisée. Les situations monopolistiques sont exceptionnelles. Voilà. Et même la concession ressort d'une convention, avec des termes clairs qui montre bien que c'est en gérant de façon concessionnelle que nous garantissons les intérêts de l'économie ivoirienne en termes de compétitivité. Donc, si ces critères-là sont respectés et que l'opérateur reste concurrentiel, reste compétitif, parce qu'il applique à la lettre le cahier des charges de la concession, mais il n'y a pas de raison de changer de système. Voilà. Mais si demain, nous nous rendons compte qu'il est contre-performant, qu'il ne réalise pas les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat de concession, il appartiendra à l'État de Côte d'Ivoire d'aviser. Ok, il ne reste pas beaucoup de temps. Un point sur lequel vous insistez, qui est important bien sûr pour tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, c'est la question de la santé, l'accès à la santé. Alors, Ouattara a mis en place la couverture maladie universelle. Il faut sans doute l'approfondir, sans doute la consolider. D'abord, est-ce que vous applaudissez, vous reconnaissez ça dans son bilan? Ou bien pour vous, c'est aussi, comme le reste, pas bon? Non, mais c'est nous qui avons parlé d'assurance maladie universelle. C'est nous qui avons... C'est-à-dire, Afin Guessan y a pensé, Ouattara l'a mis en place, c'est ça? Oui, il l'a mis en place, mais il le met en place de façon un peu bancale. Et demain, nous allons redresser. Comment Mais redresser d'abord en faisant... D'abord, qu'est-ce qu'il faut redresser? Une mesure. Il faut redresser d'abord la cible. La cible et les modalités. La cible, c'est une assurance maladie universelle, donc qui couvre l'ensemble et pas une partie. Parce que justement, l'objectif, c'est de faire en sorte que les couches défavorisées puissent accéder à la santé.
et qu'il y ait une sorte de solidarité nationale à travers ce mécanisme qui permette à tous les Ivoiriens et même à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire d'accéder aux soins de santé. Donc cet objectif-là, il ne faut pas le perdre de vue. Et que l'organisation, le cahier des charges de cette assurance maladie garantissent cet objectif-là. Voilà. Donc en termes de mobilisation des ressources, en termes de participation des différents secteurs d'activité au financement de l'assurance maladie, je ne crois pas que ce soit ce qui est fait à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, cela paraît assez dirigiste, assez contraignant, alors que, et puis assez limité. Voilà. Il n'y a pas suffisamment de participation. Ceux à qui il est demandé de contribuer ne sont pas associés au projet, alors que ce projet-là doit être la propriété de tous les Ivoiriens. Mais on reste dans une, comment je pourrais dire, quelque chose de participatif de tous pour la solidarité, ou on passe à la capitalisation, c'est-à-dire les assurances privées? Non, non. Les assurances privées pourront exister. Oui. Pourront exister. Parce que nous comptons développer le système mixte. La répartition et la capitalisation, et parfois les deux associés. Surtout pour certains secteurs, par exemple tous ceux qui relèvent des professions libérales. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour leur assurer, je dirais, la santé et même la retraite. Et donc, en termes de prévoyance sociale, nous entendons promouvoir les deux systèmes. Alors, dernière question, mais je vais vous demander de répondre en 30 secondes. Je sais que c'est important et ça fait partie de votre programme. Vous mettez en priorité la lutte contre la corruption. Parce que vous estimez que beaucoup d'argent est perdu en Côte d'Ivoire. Quelles mesures phares vous allez mettre en place pour lutter contre la corruption? Oh, il y a plusieurs mesures. Mais d'abord, une institution, il faut créer une institution suffisamment indépendante pour lutter contre la corruption et contre les biens mal acquis. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est un pays qui a excellé dans ce domaine. Et même à l'heure actuelle, le régime du président Alassane Ouattara se singularise par une corruption généralisée. Et la Banque mondiale elle-même évoque 97% des marchés publics qui sont passés de gré à gré, c'est-à-dire octroyés généreusement à des amis. Lui parle d'efficacité, de souci d'efficacité. Ouais. Mais justement, pour ne pas faire traîner les appels d'offres. Mais l'efficacité, c'est dans les appels d'offres. C'est dans les appels d'offres que se réside l'efficacité. C'est dans tout ce qui est concurrentiel que se trouve l'efficacité. Donc M. Ouattara ne peut pas se prévaloir d'être un libéral et privilégier les situations de monopole. C'est en contradiction avec ce qu'il affirme, mais il n'est pas à sa première contradiction. D'accord. Alors, une dernière question anecdote. J'ai entendu que vous disiez que vous vous prévalez du soutien de François Hollande. Vous voulez créer un incident diplomatique ou quoi? En plus, vous avez piqué son slogan, vous dites le changement c'est maintenant. C'est ce qu'il a utilisé en début. Il a dit le changement c'est maintenant, nous disons le changement maintenant. Ah d'accord. Voilà. Okay. Mais cela correspond à des réalités analogues. Les réalités sont analogues. La Côte d'Ivoire a besoin de changement, comme hier la France avait besoin de changement. Et donc il n'y a pas plusieurs façons de l'exprimer. Ce sont les mêmes mots que nous exprimons parce que nous exprimons les mêmes préoccupations à l'heure actuelle. Hollande est un socialiste comme nous connaissons. Et donc il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait, comme par hasard, une certaine proximité, une certaine similitude entre les combats que nous menons. Merci beaucoup, M. Pascal Affi-N'Guessan. Je rappelle que vous êtes donc le candidat présidentiel du Front populaire ivoirien. Merci pour cette C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. J'espère que vous serez encore avec nous pour les prochains entretiens avec les principaux candidats à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Bolimpa Nimpongo à la réalisation, assisté de M. Kwaku Kassé, et puis aussi toutes les équipes de RK Média et de Vox Africa Côte d'Ivoire. Au revoir, à bientôt.